Merci beaucoup de m'avoir permis de vous raconter un peu ma spécialité, qui est la biologie médicale. Donc, je m'appelle Marie-Édith Lafont. Un certain nombre d'entre vous me connaissent comme coordonnatrice de la deuxième année de médecine. La biologie médicale, ça peut paraître un peu bizarre de commencer par cette spécialité, parce que ce n'est pas celle qui est la plus appréciée d'une manière générale. C'est plutôt souvent d'ailleurs la spécialité qui part en dernier, même après la médecine générale parfois, euh, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inintéressantes, ni l'une ni l'autre. Alors, je ne vais pas vous raconter comment moi je suis arrivée en biologie médicale parce que j'ai un cursus un peu particulier, puisque moi au départ j'ai été formée en hépato-gastroentérologie et je suis venue à la biologie médicale secondairement. Mais pour vous, si vous avez envie de faire de la biologie médicale, le cursus sera beaucoup plus direct. C'est un DES qui se fait en 4 ans, avec une phase socle de 2 ans, une phase d'approfondissement de 1 an, et ensuite on est docteur junior, c'est-à-dire on peut prendre des responsabilités, des gardes, etc. Ce que je voudrais dire sur la biologie médicale, donc moi je suis hyper spécialisée en virologie parce que je travaille en CHU, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a des spécialités comme la virologie, la bactériologie, l'hématologie, la biochimie, etc. Mais on peut être aussi biologiste médical, un peu généraliste, et là aussi, ce n'est pas du tout un gros mot. Ce qui me plaît beaucoup dans cette spécialité, c'est qu'elle est ouverte à différents types de personnes. Il n'y a pas que des médecins. C'est la seule spécialité médicale qui est aussi ouverte à des pharmaciens. Et nos collègues pharmaciens biologistes médicaux font partie des gens qui sortent en premier au concours de l'internat de pharmacie. Donc, c'est des gens qui sont souvent très forts. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut collaborer pas mal avec des ingénieurs. Les ingénieurs n'ont pas encore vraiment de place bien définie dans les hôpitaux, mais je ne doute pas que ça va venir. Et par exemple, quand nous avons dû monter en moins de 3 semaines un nouveau laboratoire, la plateforme de dépistage Covid à l'hôpital Saint-André en avril l'an dernier, ben, ça a été une équipe multidisciplinaire de techniciens, d'ingénieurs, de biologistes médicaux et puis d'origine pharmacien. Et ça a marché vite et bien à cause de ça. Donc, c'est une discipline qui est aussi très dynamique. Elle est médicale, mais elle est aussi médico-technique, puisqu'il y a des exigences de fiabilité sur les résultats. Et on ne s'en rend peut-être pas compte, mais les biologistes sont, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, responsables de la qualité du résultat. Et devant les tribunaux, ils peuvent être responsables de A à Z d'un résultat qui est faux. Donc, ils ont tout intérêt à appliquer des règles de qualité très strictes. Et la norme à laquelle nous sommes soumises, c'est une norme, elle a un petit numéro 1589. C'est une norme qui a été inventée au départ par des ingénieurs de la NASA pour envoyer des trucs dans la Lune. Et je ne pense pas que les biologistes avaient prévu qu'on irait aussi loin, mais on est vraiment très rigoureux. C'est aussi une spécialité médico-technique qui coûte cher. Moi, je disais en cours tout à l'heure à nos internes que j'avais beaucoup d'admiration pour un ancien professeur de médecine interne de Bordeaux qui est maintenant retraité, Madame Longy, qui parfois envoyait en virologie des prescriptions avec une sérologie. Et quand elle envoyait avec une sérologie, eh ben, bingo, c'était le bon diagnostic. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voit encore parfois dans les prescriptions. J'en ai vu encore une il n'y a pas très longtemps qui disait virus, clavier viral. Vous savez, c'est comme la tartine de beurre, le morceau de piano de Mozart où vous êtes... Bon, c'était exactement l'inverse. Donc, on essaie de proposer des résultats pour des examens prescrits avec discernement et intelligence. C'est tout le travail clinique qui est en amont qui permet de bien orienter
la prescription et ce qui permet après aux biologistes de donner quelque chose de pertinent et de fiable. Bon, c'est aussi une spécialité, la biologie médicale, où les choses avancent très très vite. On a beaucoup d'avancées techniques. Ça n'est pas nous forcément qui inventons, quoique parfois on participe. Mais par exemple, les sérologies contre le VIH qui permettent de faire le diagnostic d'infection VIH dont on dispose à l'heure actuelle, techniquement, c'est une petite merveille. C'est des sérologies de 4e génération où on détecte des anticorps contre 2 virus, VIH1, VIH2, on détecte aussi un antigène du VIH1. Donc, c'est très beau. Les PCR, elles ont beaucoup évolué aussi. C'est des PCR qui maintenant sont toutes quasiment des PCR duplex. C'est-à-dire non seulement on recherche un virus, mais on recherche un contrôle interne qu'on rajoute qui permet de dire si le prélèvement donne un résultat fiable, s'il n'y a pas d'inhibition de la réaction. Vous savez que maintenant, il y a des PCR multiplex. Il y a même maintenant ce qu'on appelle des PCR syndromiques, c'est-à-dire que devant, par exemple, une méningoencéphalite, on recherche des virus, des bactéries, des champignons. Et alors ça, du coup, ça fait un peu clavier viral, ça contredit ce que j'ai dit avant, mais on ne recherche pas tout, on recherche un certain nombre de choses. C'est la même chose aussi pour le séquençage. On fait du séquençage en routine, par exemple pour suivre les patients infectés par le VIH ou par l'hépatite C. Ça permet de rechercher des mutations associées à la résistance. C'est du séquençage Sanger traditionnel le plus souvent, mais on fait aussi du séquençage de nouvelle génération. Et par exemple, on espère pouvoir commencer des essais pour le séquençage nouvelle génération sur le Covid la semaine prochaine. Et ça permettra, par exemple, de confirmer que les mutations que nous voyons dans le fameux cluster dont tout le monde a entendu parler au nord de Bordeaux correspondent bien à ce qu'on pense. Alors, on le sait déjà, hein, parce qu'on a envoyé au Centre national de référence, mais bon, on pourra le faire nous-mêmes. Donc, il y a des choses qui sont parfois fascinantes quand on peut voir la variété des virus, quand on voit en fait ce que Darwin aurait aimé voir s'il avait pu le voir. Je voudrais dire aussi que la biologie, alors là je vais parler pour la virologie que je connais mieux, ma spécialité, c'est extrêmement collaboratif. Il y a des réseaux nationaux, enfin régionaux déjà, on travaille beaucoup avec Limoges et Poitiers, mais nationaux avec l'Agence nationale de recherche contre le sida qui s'intéresse aussi aux hépatites virales et à toutes les maladies émergentes infectieuses. Et ça échange beaucoup depuis le début de la pandémie Covid. On a des réunions quasiment hebdomadaires avec des collègues en France. On se passe les trucs, on essaie de s'améliorer tous ensemble. Et je dois dire que ça, c'est très, très satisfaisant. On n'est jamais tout seul. Voilà. Et puis parfois, on a l'impression d'être utile et j'ai parfois des retours de collègues cliniciens qui sont assez contents de pouvoir affiner leur diagnostic avec ce qu'on leur apporte. Récemment, il y a eu une grève des techniciens de laboratoire, enfin, ça, pour des raisons qui relèvent de leur métier. Et ils avaient mis des affiches à l'hôpital, pas de biologie, pas d'hosto. Et c'est un peu vrai. Le diagnostic maintenant a besoin de la biologie et je pense que c'est vraiment des métiers intéressants. On essaie d'obtenir qu'il y ait quelques stages d'externat ouverts. On va voir si ça passe peut-être l'année prochaine pour que ceux qui ont envie de goûter à la biologie puissent voir ce que c'est sur pièce. Je signale, si jamais ça n'était pas ouvert pendant que vous faites vos études, enfin je pense que ça le sera, mais sachez qu'on est toujours prêt à accepter des stages d'observation de personnes qui se posent des questions. C'est arrivé très, très récemment, même encore, pour des étudiants qui, avant de commencer leur internat, voulaient savoir dans quoi ils s'engageaient.
Moi, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le métier lui-même. Il y a peut-être une autre chose. Bon, moi, je travaille en CHU. On peut travailler en hôpital qui n'est pas CHU. Dans des gros hôpitaux, les biologistes sont quand même encore spécialisés. À Libourne, il y a des biologistes qui font plutôt de l'hémato, plutôt de la biochimie, plutôt de la microbiologie. C'est pareil à Bayonne, par exemple. Puis il y a d'autres hôpitaux plus petits où les biologistes font un peu tout, mais je crois que c'est toujours assez intéressant. Et puis, je connais moins bien le travail des biologistes en libéral. Ils sont de plus en plus organisés en très grandes plateformes techniques. Et c'est vrai que les petits laboratoires servent souvent plus de centres d'accueil des personnes qui viennent se faire prélever, de centres de prélèvement, avec envoi des prélèvements dans la grosse plateforme centralisée. C'est un autre mode d'organisation, mais que je connais beaucoup moins bien sûr. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur mon métier. Est-ce que vous avez des questions peut-être déjà avant que je vous raconte si j'ai le droit plutôt 2 cas cliniques que 1? Ariane, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, oui. Oui, ben, un ou deux. Est-ce que vous auriez tout de suite envie de poser des questions sur le métier? Ou sinon, vous les posez après? Je vous promets qu'on ne s'ennuie pas, jamais. Alors, la question qu'on m'a souvent posée, c'est le contact avec les patients ne vous manque pas. Je l'ai cru au début. Et puis, en fait, on a quelques contacts avec des patients quand quand ils viennent chercher des résultats et qu'on leur explique. Mais en fait, on a surtout le contact avec une équipe parce que c'est toujours un travail d'équipe avec un groupe de techniciens, avec des besoins, des problèmes. Et le travail en équipe, ça compense bien euh, les soucis des patients qu'on n'a pas en permanence, euh, auxquels on n'a pas en permanence à répondre. Je voulais vous raconter d'abord un cas clinique qui fait partie un peu de ma vie de tous les jours. Je suis virologiste en CHU. Donc, on suit beaucoup de patients transplantés, des greffés de reins, des transplantés de cellules souches hématopoïétiques, qui sont des personnes qu'on suit. Ce n'est pas un diagnostic à un moment donné, c'est un suivi au long cours. Et par exemple, j'ai un souvenir particulier d'un patient qui était déjà un peu âgé, enfin qui avait la cinquantaine, qui avait été greffé de cellules souches hématopoïétiques pour je crois que c'était une leucémie myéloïde chronique, et qui progressivement, dans le mois qui a suivi sa greffe de cellules souches hématopoïétiques, a fait à peu près toutes les infections virales opportunistes qu'on peut imaginer. Et nous, moi, quand je suivais ces résultats chaque semaine, puisqu'il y avait des PCR qui étaient demandés pour lui à peu près 2 fois par semaine pendant les 3 premiers mois, j'avais l'impression de voir un arbre de Noël qui s'allumait avec des ampoules qui clignotaient dans tous les sens. Il a commencé, bien sûr, par faire un herpès cutanéo-muqueux. Alors ça, il n'y a pas eu besoin de la virologie pour faire le diagnostic. Hein. C'est un diagnostic clinique, mais il a fait un gros vilain herpès. Et puis, il a fait une diarrhée sanglante qui s'est avérée être une colite virale avec à la fois du cytomégalovirus et de l'herpès virus 6 et un tout petit peu en même temps de réaction du greffon contre l'hôte mélangé à l'infection virale. Et puis, on s'est rendu compte qu'il avait un tout petit peu plus tard une hépatite, et ça s'est avéré être une hépatite assez inhabituelle, à adénovirus. Ensuite, il a fait une hémorragie dans les urines, c'était une cystite hémorragique, et on s'est rendu compte qu'il avait du bécavirus qui se multipliait dans l'arbre urinaire. Et on l'a suivi pendant des mois et des mois.
les traitements antiviraux ont été compliqués parce que les mêmes médicaments peuvent lutter contre différents virus, le CMV, l'herpès 6, le BKV, mais c'était un peu compliqué. Il avait une insuffisance rénale, donc on ne pouvait pas donner. On a dû arrêter certains traitements. Enfin, ça a été on-off un peu terrible. Et finalement, ce monsieur est décédé d'une infection bactérienne. Et c'était juste injuste. Il avait passé tout ça et il est mort d'une infection sur un cathé central. Et, et c'est le genre d'histoire où je ne connaissais pas le patient, mais j'étais en relation régulière avec les hématos pour commenter ensemble, interpréter les résultats de virologie. Et ça fait vraiment mal au cœur, quoi. C'est le genre de patient où on se dit, même quand on est au laboratoire, que zut, on n'était pourtant pas loin de réussir. Voilà. Ça, c'est une première histoire. J'en ai une deuxième. C'est un diagnostic que nous n'avons pas su faire parce que parfois, il faut passer la main. C'est un jeune homme, il y a 2 ans, qui avait 19 ans, qui avait une méningoencéphalite, qui était en réanimation. Et on savait que c'était viral parce que les caractéristiques biochimiques du LCR nous disaient que c'était viral. Enfin, et puis de toute façon, tout le reste était, toutes les recherches de bactéries, etc., étaient négatives. Et longtemps, il ne s'est pas amélioré. Nous avons alors fait là tout le clavier viral que je n'aime pas. C'est-à-dire, on a fait tout ce qu'on savait faire. On a tout testé, toutes les PCR les unes après les autres. Et tout était négatif. Et on a fini par s'adresser à une équipe de collègues parisiens qui ont développé quelque chose qu'on espère développer, qui est du séquençage nouvelle génération, qui permet un peu au hasard de piocher dans tout ce qui est connu comme microbes et de voir si quelque chose peut être pêché à la ligne. Hein. Donc, ce n'est pas une technique qui deviendra de la routine, mais dans les cas un peu extrêmes comme ça, parce qu'il est bien resté 1 mois et demi en réa, intubé ventilé. Et ils ont fini par sortir un paramyxovirus, un virus respiratoire qui n'est pas du tout la cause des méningoencéphalites d'habitude et pour lesquels on n'avait pas d'outils de diagnostic, nous. Et en fait, je pense que ce jeune homme s'est amélioré tout seul parce qu'il devait s'améliorer et grâce au réanimateur. Mais du point de vue intellectuel, c'était extrêmement intéressant de voir qu'un virus qui donne une infection respiratoire peut, de façon exceptionnelle, chez quelqu'un qui n'est pas immunodéprimé, donner une infection inhabituelle. Est-ce que j'ai droit à un troisième? C'est un troisième de quand j'étais interne. Allez-y, vous avez encore Je vais très très vite. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai eu un cursus au départ de clinicienne. Donc, j'ai été interne en hépatogastroentérologie. J'ai passé ma thèse en 89, donc vous voyez, c'est la guerre de 14 pour vous. Mais à l'époque où j'étais interne en hépatogastro à Haut-l'Évêque, ben, c'est l'époque où on a vu arriver les premiers patients SIDA. Et bon, je suis virologiste, il est clair que le sida, on a oublié ce que ça a été le début de la pandémie de sida, mais ça a été une énorme chose. Et je pense que tous les infectiologues qui ont vu le Covid cette année, ils ont d'abord pensé au sida, parce que c'était monstrueux. Et moi, j'ai un souvenir de mon premier patient sida. Je n'étais pas infectiologue, hein, mais ils arrivaient partout. Et il m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'était un marin-pêcheur. Je ne sais pas s'il est encore vivant. C'était en 87, hein, donc il s'est passé du temps depuis. Il était marin-pêcheur à Arcachon. Il a commencé à avoir une fièvre très, très forte quand il était sur son bateau dans le golfe de Gascogne. Il a ramené le bateau. Il devait être 3 sur le bateau, donc ça a été un peu dur. C'était limite un peu tempête. Il est arrivé sur le port d'Arcachon. Il avait pu appeler à l'aide, enfin, où il a appelé à l'aide dès qu'il est arrivé. L'hélicoptère est arrivé avec le SAMU. Il a été transféré en réanimation et puis après chez nous.
Et moi, quand je l'ai vu, j'ai vraiment un souvenir, c'est le genre de patient qui vous marque pour toute la vie. Peut-être que ça a orienté après mon choix de la virologie, mais c'était quelqu'un de courageux qui avait envie de se battre alors qu'on n'avait pas grand-chose à lui proposer. À l'époque, il y avait un médicament antiviral, c'est tout, l'AZT. Et donc, je pense que, souvenez-vous de vos patients. Peut-être que certains patients, les relations que vous aurez avec les médecins que vous rencontrerez vous donneront envie de faire tel ou tel métier dans la médecine. Mais les patients que vous rencontrerez, peut-être, vous orienteront de façon tout à fait cruciale. Ce monsieur, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà. Je suis prête à répondre à vos questions, mais il n'y a peut-être pas de questions. Je vous ai ennuyé ou j'ai été trop claire? Moi, j'ai une question. Oui, allez. Vous avez dit que vous avez fait votre internat en hépato-gastroentérologie. Comment vous avez passé après pour passer en biologie médicale? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment encore possible. À mon époque, ça l'était. C'est-à-dire qu'en fait, après mon internat, j'ai eu la possibilité de faire une thèse de sciences. Parce que pendant mon internat, j'avais fait un master 2. Vous savez, l'histoire du parcours recherche-santé. J'ai fait le master 2 pendant l'internat. Je suis partie en thèse de sciences dans une unité INSERM juste après mon internat. Et quand je suis revenue, j'ai eu la possibilité d'arriver en virologie parce qu'ils n'avaient pas de candidat. Et secondairement, j'ai fait valider, j'ai fait un diplôme de virologie à l'Institut Pasteur et j'ai fait valider ma compétence de virologue comme une validation des acquis de l'expérience, si vous voulez. Donc, ce n'est pas le chemin que vous prendrez. Vous ferez, si vous voulez faire de la biologie, un DES de biologie médicale. Il y a déjà beaucoup de travail. Moi, ma formation fait que je ne suis pas mauvaise en virologie, mais par exemple très nulle en hémato et en biochimie. Il ne faut pas trop aller me titiller dessus. Bon, il y a toujours des moyens. Dans les virologistes qui exercent à l'heure actuelle en CHU en France, la neurovirologiste parisienne est une neurologue qui a muté. Celui qui connaît le mieux les diarrhées virales, c'est un pédiatre en fait qui a muté. Donc vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Monsieur Molimar, qui vous enseigne la pharmacologie, c'est un pneumologue qui a muté. Donc, c'était possible. Ça allait peut-être un peu moins maintenant. Mais je vois que Marie-Élise Trucheté est déjà connectée. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de l'hépatogastroentérologie à la biologie? Les rencontres, l'humain. La thèse de sciences que j'ai faite, c'était à Strasbourg dans une grande équipe. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et j'ai même envisagé à ce moment-là d'abandonner tout à fait la clinique et de continuer en recherche. Et si je suis revenue en biologie médicale, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de place immédiatement en recherche à l'endroit où j'étais. C'est vraiment les rencontres de gens passionnants qui m'ont vraiment convaincue qu'il y avait des choses intéressantes à faire partout. Et je crois que dans toutes les spécialités, il y a un intérêt, et l'intérêt, c'est celui que vous apportez. C'est votre enthousiasme, c'est votre envie de travailler, de faire des choses. Je pense que Marie-Élise est d'accord avec ça, probablement. Tout à fait. Excusez-moi, Oui, allez-y. merci pour la présentation, c'était très intéressant. Mais c'est une question plus. Alors, il y a une question, la journée de travail type, les horaires, etc. Alors, très honnêtement, je peux parler au CHU. Moi, j'arrive entre 8h et 8h15 le matin et je pars rarement avant 19h. Mais il y a des cliniciens qui font beaucoup plus, hein, on est d'accord. Très honnêtement, depuis un an,
c'est plutôt 11 à 12 heures tous les jours, mais depuis un an, c'est un peu particulier parce que la virologie a été, on va dire, un peu sur la brèche. Alors, moi, je suis chef de service maintenant. Donc, j'ai beaucoup de missions qui sont des missions de coordination, de participation à des réunions, de choses que potentiellement j'évite à mes collègues parce que c'est un peu bouffetant à certains moments. Mais en tant que biologiste hospitalo-universitaire, j'ai plus ou moins quand même une moitié de mon temps qui est dédié à l'enseignement, aux réunions pédagogiques, à l'organisation du parcours recherche santé, des cours de deuxième et troisième année, de l'école santé sciences où je suis co-responsable. Donc, ça prend quand même du temps, mais ça, c'est du temps qui peut être réparti quand on veut. Il y a une activité de diagnostic au laboratoire. Nous sommes 5 biologistes maintenant seniors pour une quand même très grosse activité. Donc, on essaie de tourner. Il y a une personne qui est en tête de gondole tous les jours et qui essaie de faire la routine du labo. Et les autres qui sont plus spécialisés répondent à ces questions. Moi, ma surspécialité, c'est plutôt les herpès et les virus de la transplantation. Une autre est plus spécialisée sur le VIH. Mais en fait, ça nous occupe énormément parce qu'il y a des résultats à valider tout au long de la journée. Et on essaie de valider et de rendre les résultats le plus vite possible pour que les cliniciens aient accès aux résultats le plus vite possible. Et je crois que ça, c'est pareil dans les grands labos privés. L'idée, c'est de travailler au maximum. Dans le cadre du dépistage Covid, il y a aussi des manips la nuit. Donc, on valide jusqu'à minuit le soir et ensuite à partir de 8h, 8h30 le matin, les manips de la nuit. On a repris des gardes pour pouvoir valider à tour de rôle sur la plateforme de Saint-André et ce n'est pas tout à fait fini. Voilà. Les réunions, c'est des réunions universitaires d'un côté, des réunions hospitalières. Il y en a beaucoup plus qui vont arriver maintenant, puisque vous savez que l'Institut de biologie et pathologie va quitter Pellegrin et dans les années à venir va être construit à Haut-l'Évêque. Donc, il va y avoir un déménagement total de la biologie. Donc là, on a un beau planning de réunions en perspective pour construire un nouveau bâtiment neuf, beau, fonctionnel, on espère, parce que pour l'instant, honnêtement, on est dans des locaux qui sont un peu des assemblages de briques et de broc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, dans les temps morts, on essaie de lire des articles pour se tenir au courant. Et puis sinon, ça, on le fait le week-end. Les lectures de thèse, c'est le week-end. Voilà, on s'occupe.